lingua noti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristà un sogno cittadella un buli a stanciare un'idea zitella di tempi e tempi fa. De finalement vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas bien, et bien tant mieux. Voilà, donc je vais vous parler. Est-ce que je peux l'éteindre? Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça va. Bon. Je vais donc vous parler d'une tragédie grecque qui s'appelle Alceste, d'un auteur grec dramaturge qui s'appelle Euripide, qui est un auteur de tragédie grecque. Et donc j'ai intitulé ma conférence « L'amour conjugal pour la première fois sur une scène de théâtre en Méditerranée au 5e siècle avant Jésus-Christ ». Alors, je vais commencer par justement situer un peu la pièce d'Alceste dans son époque et dans l'œuvre d'Euripide. Ensuite, je vous raconterai, pour que vous puissiez suivre la conférence, il faut que vous connaissiez un peu la trame, enfin ce qui se passe dans cette tragédie, donc je vous la raconterai un peu. Ensuite, je vous montrerai comment cette pièce a été reçue en France, car elle a eu une réception très, très importante dans la littérature, mais aussi dans la peinture, même dans la sculpture. Et ensuite, je poserai trois questions. Une question générique, est-ce vraiment une tragédie ou n'est-ce pas plutôt un drame satirique? Je vous définirai ce mot. Ce sont des questions qui ont été posées au fil du temps. Il y a une autre question, c'est est-ce que vraiment dans cette pièce la nécessité, le destin s'accomplit, ou bien est-ce qu'on n'a pas plutôt, une chose très étonnante à cette époque, quelque chose de totalement imprévisible, inattendu. 6e point, la résurrection d'Alceste, puisqu'Alceste va être ramené de la mort vers la vie. Mais est-ce que cette résurrection est vraiment une résurrection? Est-ce que c'est vraiment définitif? Est-ce qu'elle est bien définitivement revenue à la vie? Et enfin, je parlerai de la palingénésie, c'est-à-dire justement du retour à la vie d'Alceste, mais selon une interprétation plus récente, comme un rite initiatique. Alors tout d'abord, donc, un petit graphique pour vous situer un peu l'œuvre d'Euripide chronologiquement. Donc Euripide est né en 480 avant Jésus-Christ et il est mort en 406 avant Jésus-Christ. Il faut s'y faire, quand on parle des dates avant Jésus-Christ, c'est toujours les plus grands nombres qui sont les dates les plus anciennes. Donc il est mort donc à 74 ans, un âge assez respectable pour cette époque. Et de surcroît, il n'est pas mort de mort naturelle. Il aurait pu vivre encore peut-être plusieurs années. Il a été tué par des chiens, selon la légende. Il avait d'ailleurs quitté Athènes à ce moment-là. Non, je préfère celui-là, finalement. Il avait quitté Athènes peu de temps avant sa mort, un peu désabusé, parce qu'il trouvait que ses pièces de théâtre ne recevaient pas l'accueil qu'elles méritaient. Et puis aussi, il était victime de la moquerie, des quolibets des auteurs comiques. C'est un peu comme si, je sais pas moi, Molière se moquait de Corneille. Eh bien, les auteurs comiques de l'époque, dont Aristophane, le tournaient en ridicule, à cause de ses innovations. Et donc, il a quitté Athènes et il est mort hors de sa ville. Alors, sa première pièce, donc ça, c'est la vie d'Euripide. Sa première pièce a été écrite en 455 avant Jésus-Christ. Donc, Euripide avec 25 ans. Donc, la production théâtrale d'Euripide commence en 455 et se termine donc à sa mort, puisque, on va le voir, ces dernières années ont été très productives. Sa dernière pièce jouée
de son vivant. Ce sont les Bacchantes en 406, l'année de sa mort précisément. Et il y aura encore une pièce posthume, inachevée à l'époque, pas toute, mais presque achevée, il ne manquait pas grand-chose. Iphigénie à Aulis, dont va s'inspirer Racine. Vous connaissez peut-être l'Iphigénie de Racine. Eh bien, c'est la toute dernière pièce écrite par Euripide, pas tout à fait terminée. C'est son fils, Euripide le Jeune, qui l'a terminée. Voilà pour la production que nous connaissons de l'œuvre d'Euripide. Mais que nous reste-t-il? Il nous reste un certain nombre d'œuvres conservées, mais il nous manque les premières. Oui, alors les œuvres conservées, ben justement, la plus ancienne, c'est Alceste, 438 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y aura un certain nombre d'autres pièces, bien sûr, qui vont presque toutes se dérouler sur fond de guerre. Vous voyez, la guerre du Péloponnèse, c'est l'une des plus grandes, plus importantes guerres de l'époque classique, c'est-à-dire l'époque du siècle de Périclès. Et donc, cette guerre a opposé Sparte et Athènes. Sparte, les Grecs fantassins, et Athènes, des Grecs plutôt marins, avec leur flotte très importante. Cette guerre a été très longue. Elle a commencé en 431 et s'est terminée en 404 avant Jésus-Christ. Donc, la plus grande partie de l'œuvre conservée d'Euripide avait pour décor, si je puis dire, contemporain, la guerre, qui a beaucoup marqué son œuvre. Mais pas Alceste, justement, puisque Alceste a été composé avant la guerre en temps de paix. On va lire tout de suite quelques fragments dont il ne reste que très peu de choses de la première tragédie qui s'appelle Les Péliades, celle qui a été écrite quand il avait 25 ans. Et déjà apparaît dans cet extrait des Péliades quelque chose qu'on va lui reprocher souvent. C'était un ami des philosophes, Euripide, et il aimait bien philosopher dans ses tragédies. C'est parfois assez curieux, d'un personnage dans une situation très grave qui se met à faire un discours philosophique. Et on voit bien que c'était déjà le cas dans sa toute première pièce. Chez les dieux, il n'existe pas d'injustice. Chez les hommes, par contre, elle sévit parmi les méchants et cause beaucoup de confusion. Mais ceux qui donnent n'ont Dieu que pour l'argent. Quand par hasard il y a un méchant dans une société, il apprend à ses membres à devenir comme lui. Mais il les rend honnêtes s'il l'est lui-même. Alors, jeunes gens, efforcez-vous de rechercher les bonnes compagnies. Voilà, juste pour vous donner un aperçu. Alors, durant la guerre du Péloponnèse, non, excusez-moi, il y a dans l'œuvre d'Euripide trois phases. Les premières pièces, dont je vous dis qu'il ne reste rien, sauf les quelques fragments des Péliades. Pour le reste, on n'a que des titres de pièces. Il y a une deuxième période qui commence en 438 avec Alceste, qui est marquée par plusieurs caractères. D'abord, Euripide s'intéresse aux relations entre les sexes. On va le voir ensuite. Et on va voir les caractéristiques ensuite. C'est une période qui se caractérise par des pièces où il y a des hommes et des femmes, un homme et une femme, qui sont en relation, ou un enfant et sa mère. Bon. Et puis après, à partir de 424, on a des drames de guerre, des histoires de guerre, de combat. Alors, je reviens donc sur la deuxième période. Je ne parle pas de la première, puisque je vous ai dit, on n'en a conservé que presque rien des Péliades. Donc la deuxième période commence avec Alceste. J'ai mis en caractère gras les titres des pièces qui ont été conservées. On a en entier 3 tragédies de cette période, Alceste, Médée, Hippolyte. Les autres, on n'a que des fragments. Donc cette deuxième période se caractérise, je l'ai dit, par une relation entre les sexes, mais il y a d'autres caractéristiques. Il y a un personnage qui intervient au milieu de la pièce et qui change complètement le cours de l'histoire. On va le voir pour Alceste, c'est Héraclès,
Alors vous connaissez Héraclès peut-être par son nom romain, le nom latin c'est Hercule en latin. Donc c'est Héraclès, mais c'est Égée dans Médée et Pélée et Oreste dans Andromaque, etc. Enfin, troisième caractéristique de ces tragédies, disons, de la deuxième période, c'est qu'il y a une femme d'exception au centre du drame, une femme d'exception qui accomplit des choses extraordinaires, pas surnaturelles, mais surhumaines en quelque sorte. Pas surnaturelles, mais exceptionnelles, héroïques. Alors je ne vais pas parler de la troisième période de la production d'Euripide, ça m'entraînerait loin de mon sujet, mais puis j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence sur Hécube. Donc je vais me concentrer sur la période d'Alceste, bien sûr. Alors je vais vous raconter, disons, l'histoire de cette pièce, la trame événementielle d'Alceste. J'ai besoin de vous donner d'abord quelques notions, si vous ne les connaissez pas, sur le théâtre grec. Alors ça, c'est le théâtre d'Épidore qui est presque intact aujourd'hui en Grèce et qui représente un peu le type du théâtre parfait. Mais tous les théâtres ont ces différentes parties. Alors il faut savoir que les représentations théâtrales sont aussi des cérémonies religieuses. Le lien entre théâtre et religion est total. Et le dieu du théâtre, c'est aussi le dieu des plaisirs, le dieu du vin, c'est Dionysos. Et donc, il y a un autel, vous voyez, il y a un autel au centre du théâtre, un autel dédié à Dionysos. Et ce qu'on appelle orchestra, c'est là que va se situer le chœur. Toutes les tragédies grecques, les comédies également d'ailleurs, ont un chœur composé d'une quinzaine, une vingtaine de chanteurs qui ont un rôle dans la pièce. Ce sont aussi des acteurs. Ce n'est pas seulement des chanteurs, ils ont un rôle dans la pièce. On va voir que dans Alceste, ce sont des vieillards. Bon. Dans d'autres pièces, ce sont des Troyennes, etc. Donc, ce chœur va entrer sur la scène du théâtre par ce qu'on appelle par la parodos. Vous voyez, parodos en bas à droite. C'est par là que le chœur va entrer au début de la tragédie, pas tout à fait au début d'ailleurs, après le prologue, et va s'installer sur l'orchestra. Alors vous avez la partie 2, le chiffre 2, là, le chiffre 2, c'est là que vont évoluer les acteurs. Ils évoluent ici, dans un endroit qui s'appelle le proskénion, devant la skéné. Alors on pourrait penser que la skéné c'est la scène, mais ce n'est pas vraiment la scène, en fait c'est un mur, la skéné. C'est un mur de scène sur lequel est représenté un décor, est accroché un décor. Voilà qu'est-ce que je peux dire encore. Bon, il y a la loge des acteurs de chaque côté et derrière les coulisses. Alors, paraskénia, ce sont les loges des acteurs qui attendent leur rôle et puis qui entrent en scène, mais ce n'est pas la scène, c'est paraskénion. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Oui, alors, c'est intéressant, le siège des prêtres et des juges. Qu'est-ce que c'est le siège des prêtres et des juges ? Alors, les prêtres, c'est les prêtres qui représentent le culte du dieu du théâtre, donc Dionysos. Et les juges, c'est très important de comprendre que lorsqu'on représente des pièces de théâtre, c'est aussi un concours dramatique. Il y a des juges, et à la fin de cette période de représentation qu'on appelle les Dionysies, qui sont des fêtes religieuses, on a peut-être vu, on a peut-être vu 30 ou 40 pièces de théâtre. Il y a un jugement et il y a des prix
premier prix, deuxième prix, troisième prix, comme aujourd'hui dans un concours dramatique. Mais là, ce sont, ou dans un concours littéraire, si vous voulez, et ce sont donc les auteurs, les pièces qui sont récompensées. Et on sait que Alceste, en 438 avant Jésus-Christ, avait obtenu le deuxième prix, pas le premier. Alors, ceci étant dit, oui, j'ai une image aussi en 3D, enfin, qui est peut-être plus parlante. C'est la même chose, mais ça vous montre vue des spectateurs. L'hôtel de Dionysos, la loge des acteurs, le proskenion, l'orchestra, voilà, et les gradins autour. Voilà. Alors, je raconte la pièce, donc. Il s'agit de... Alors, le personnage qui apparaît en premier, qui est le personnage principal, en fait, c'est Admet. Admet, A-D-M-E, accent grave T-E, Admetos en grec, qui est le roi du pays où se passe l'action, c'est-à-dire la Thessalie. La Thessalie, et nous sommes dans la capitale de la Thessalie, qui s'appelle Phéres, du nom du père fondateur de ce pays, du père du roi actuel, qui est Admet. Au début de la pièce, ce n'est pas Admet que l'on voit, c'est Apollon. Apollon, le dieu solaire, hein. Le dieu qui apparaît, lui, sur la scène, si je puis dire, et qui va prononcer le prologue. Le prologue, c'est la première partie de toute tragédie, commence par un prologue. Il n'y a pas encore le chœur n'est pas encore entré sur l'orchestra. Donc, Apollon ouvre le prologue et se trouve bientôt admonesté violemment par Thanatos. Thanatos, qui c'est la mort personnifiée. C'est-à-dire, c'est le dieu de la mort. Ce n'est pas le dieu des enfers, c'est le dieu de la mort. Et pourquoi est-il ainsi admonesté ? Bien parce que Apollon raconte que lorsqu'il avait tué les Cyclopes, qui étaient des créatures qui étaient l'œuvre de Zeus, son père, son père n'a pas du tout apprécié que son fils tue les Cyclopes, et pour le punir, ne pas le tuer parce qu'il était mortel. Il ne peut pas le tuer, c'est un dieu. Donc il a condamné son fils, Apollon, à redescendre à la condition d'esclave et être esclave dans la maison d'Admet. Donc voilà Apollon, le dieu tout-puissant, qui redevient le serviteur d'un mortel, Admet. Admet, dans son palais, dont on voit le décor sur la Skénè. Eh bien, Apollon a été très bien traité par Admet, qui est un homme très hospitalier. Et il s'est pris d'amitié, même d'affection pour son hôte, son maître, puisqu'il est esclave d'Admet, mais il reste quand même Dieu. Hein, il a toujours tous ses pouvoirs quand même divins. Et il a décidé de vouer ces années à venir, jusqu'à la mort d'Admet. Apollon a décidé de le protéger et de protéger les siens. Or, justement, Admet a besoin de protection. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une grosse bêtise. Il a manqué le culte de la déesse Artémis, qui en a pris ombrage, et qui lui a envoyé d'autres déesses qui sont redoutables, qui s'appellent les Moires, M-O-I-R-E-S, qui sont des furies, et qui incarnent la nécessité de mourir. Et ces Moires, eh bien, elles ont pour charge de tuer, de condamner Admet à la mort pour avoir manqué de respect à la déesse Artémis. Mais Apollon est là pour protéger Admet. Alors que fait Apollon pour protéger Admet ? Eh bien, il fait boire les Moires, il les énivre, elles sont ivres, et pendant qu'elles sont ivres, il obtient d'elles, donc sous l'effet de l'alcool, il obtient d'elles qu'Admet puisse échapper à la mort, mais il y a une condition. Il échappera à la mort à condition que quelqu'un d'autre meure à sa place. Donc, Admet doit chercher quelqu'un qui accepte de mourir à sa place. Comme c'est le roi de la Thessalie, il ne peut pas
quitté ses obligations de roi en mourant. Il n'y a pas de descendants. Il vient de se marier avec une femme qui s'appelle Alceste. Et donc, sa mort, ce serait la ruine de ce pays qui a été fondé par son père, Phérès, qui est toujours vivant, mais qui est très vieux. Alors, que fait Admète? Il demande à ses vieux parents. Vous êtes vieux, vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre, vous pouvez bien vous sacrifier pour moi. Mais les vieux, comme le dit Euripide, ils passent leur temps à se plaindre de vieillir, mais quand la mort arrive, ils sont les derniers à vouloir mourir. Donc, ils refusent. Alors, il s'adresse à ses amis aussi. Bon, les amis n'ont pas envie de mourir. Et finalement, il n'y en a qu'une personne qui accepte de mourir. Par amour pour lui, c'est Alceste. Donc, Alceste accepte d'abandonner pour son mari, Admète, sa vie et d'abandonner aussi ses 2 enfants. Ils ont 2 enfants, mais qui sont jeunes, ils ont 7-8 ans. Ils ne peuvent pas reprendre la couronne. J'ai oublié de... Ah oui, c'est bien, c'est ça. Je ne vous ai pas montré ça, pardon. Hop. Ce sont les différentes parties. Alors, je vous ai dit, il y a le prologue avant, après il y a la parodos. C'est l'entrée du chœur. Et c'est là que nous en sommes. Donc le chœur entre en scène, enfin pas en scène, sur l'orchestra, et déplore, se livre à une déploration, car le chœur des vieillards admire Alceste, c'est leur souveraine bien-aimée, donc ils chantent leur tristesse d'apprendre que Alceste est promise à la mort. Alors les épisodes, vous voyez, après il y a une alternance. Épisode Stasimone, épisode Stasimone, épisode Stasimone, épisode Stasimone. Les épisodes, ce sont un peu comme des scènes de théâtre ou des actes, c'est-à-dire des parties où il se passe des choses, il y a de l'action, où les personnages le plus souvent parlent, s'expriment en parlant, quelquefois en chantant, mais le plus souvent en parlant. Tandis que le Stasimone, alors on dit l'estasima au pluriel, tandis que l'estasima, ce sont des chants du chœur. Donc le chœur chante entre 2 épisodes. Voilà. En fait, la tragédie grecque, ça ressemble plutôt à un opéra qu'à une pièce de théâtre en réalité, puisqu'il y a des parties parlées, des parties chantées, et accompagnées avec la flûte. Donc le premier épisode fait entendre une servante qui sort du palais et qui décrit les derniers moments d'Alceste, qui n'est pas encore morte, mais qui est déjà en proie à un affaiblissement, à la souffrance. Et donc, elle sort des appartements des femmes, qui s'appellent le gynécée, dans une maison, dans un palais. Les femmes ont leurs appartements, et les hommes ont leurs appartements. Bien sûr, les hommes et les femmes mariées se retrouvent dans la chambre et sur le lit nuptial, mais sinon, ils ont chacun leur territoire dans la maison. Donc cette servante, elle sort du gynécée et raconte les derniers moments d'Alceste. J'y reviendrai plus tard. Le premier épisode donc, se termine. On a le premier Stasimone, où on a encore des déplorations du chœur. Puis donc commence le deuxième épisode, avec l'arrivée d'Admète et d'Alceste sur la scène. La jeune femme mourante fait d'abord promettre à son époux de lui rester fidèle quand elle ne le sera plus. Et puis, chose extraordinaire dans la tragédie grecque, c'est la seule pièce où ça se produit, de toutes les pièces conservées, Alceste meurt sur scène, devant les spectateurs. Elle meurt sur scène, on l'allonge sur un lit d'exposition, car selon la tradition, les morts sont exposés quelque temps avant d'être soit incinérés, soit inhumés. Donc elle meurt sur scène et Admète entreprend d'organiser les funérailles. Deuxième Stasimone évoque la traversée du fleuve infernal qui attend Alceste. Parce que quand on est mort, pour un grec, on doit descendre aux enfers. Et les enfers, qu'est-ce que c'est ? En fait, les enfers, c'est un territoire qui est
auquel on accède en traversant sur une barque un fleuve qui est en fait plutôt un lac, c'est des eaux stagnantes. Et sur cette barque, il y a, pour traverser, il faut monter sur cette barque qui est pilotée par un nocher donc, qui s'appelle Charon, le nocher des enfers, qui vous emmène sur l'autre rive où vous attend Hadès, le dieu des enfers. Mais ce nocher, il aime bien l'argent. Il faut lui donner une pièce de monnaie. C'est pourquoi, traditionnellement, quand quelqu'un meurt à cette époque, on lui met une pièce d'argent dans la bouche. Et on l'enterre pour qu'il puisse donner cette pièce au nocher traverse. Sinon, il peut errer pendant des siècles et des siècles sur la mauvaise rive. Et, parce que les enfers, c'est pas comme les enfers du monde chrétien, c'est pas le feu de l'enfer qui vous consume. Hein. C'est un lieu où vous pouvez également faire valoir un certain nombre de privilèges. Si vous étiez roi, vous aurez un meilleur traitement, etc. Donc, Admet se lance dans les cérémonies funéraires. Le deuxième Saint-Simon donc, évoque justement la traversée du fleuve infernal qui attend Alceste, mais aussi la célébration de son histoire par les poètes. Troisième Saint-Simon, voilà un personnage qui arrive tout d'un coup, c'est Héraclès, Hercule, vous savez, le héros, demi-dieu, fils de Zeus et d'une femme mortelle. Héraclès arrive, il connaît bien Admet aussi, et Admet lui offre l'hospitalité. Seulement, il y a un problème, c'est que Admet il porte les marques du deuil, c'est-à-dire il est habillé en noir, mais aussi il a la tête rasée, selon la coutume thessalienne, et les chevaux aussi ont les crins coupés. Et Héraclès dit ah non, je vais pas chez toi, tu es dans le deuil, mais qui est mort d'ailleurs? Et Admet cache la vérité à Héraclès, ne lui dit pas que c'est sa femme qui est morte, mais que c'est une femme, une amie qui est venue là, qui est morte, mais finalement c'est pas de sa famille, donc Héraclès peut très bien séjourner. Alors Héraclès accepte finalement de séjourner chez Admet. Et le troisième Stasimon chante la vertu d'hospitalité d'Admet, qui accueille tous les étrangers qui passent. Le quatrième épisode, c'est le plus dense en événements. Tout d'abord, on a une altercation très violente entre Phérès, le vieux père d'Admet, et son fils. Phérès arrive devant le lit d'exposition. Alceste est toujours exposé sur son lit mortuaire, et il apporte des offrandes. Et Admet se met à l'apostropher en lui disant qu'il reprenne ses offrandes et qu'il s'en aille, et qu'il ne veut plus entendre parler de lui. Il est bien temps de faire des offrandes. Il fallait mourir quand je t'ai demandé de te sacrifier. Si tu t'étais sacrifié, Alceste serait toujours là. Bon. Donc Phérès répond qu'il n'a aucune raison de se sacrifier, que c'est contraire aux lois, etc. Donc ça se termine très mal. Ensuite, c'est une scène qu'on appelle, cette scène-là, on l'appelle une scène d'agone, agone, A-G-O-N. Ça veut dire une scène de violence verbale, d'affrontement verbal. Le quatrième épisode se poursuit donc. Voilà Héraclès qui apparaît sur la scène et qui se fait lui aussi apostropher par un serviteur, donc un esclave, qui est mécontent de le voir festoyer, parce que Héraclès aime bien le bon vin, la bonne chair, c'est un très bon vivant, et il se donne à cœur joie aux agapes, sans savoir, il ne sait pas que c'est Alceste qui est morte, que c'est la reine, la maîtresse de maison, mais le serviteur finit par le lui dire. Tu ne peux pas continuer à boire, à festoyer comme ça, dans une maison où l'on pleure la maîtresse. Et là, Héraclès tombe de très haut, dégrisé soudain, et décide qu'il va aller chercher le corps. Ah oui, parce qu'entre-temps, j'ai oublié un détail important. Entre-temps, le corps d'Alceste a été placé près du tombeau, qui se trouve loin de la ville. Donc, il n'est plus là, bien sûr. Et donc, Héraclès se propose d'aller arracher le corps d'Admet des bras, des mains de
Thanatos. Thanatos qui doit faire descendre le corps d'Alceste sur la rive des enfers, où il le laisse aux soins de Charon, comme j'ai dit tout à l'heure, qui le fait traverser. Donc le corps d'Alceste est toujours près du tombeau, n'est pas encore inhumé, mais Thanatos s'en est emparé. Voilà, donc Héraclès propose d'approcher du cadavre dans les mains de Thanatos et de lui arracher violemment et de le ramener à la vie. Héraclès sort. Alors il sort, je vous ai montré la scène, il sort par la droite, pendant que par la gauche arrive Admète, donc ils se croisent sans se voir, et Admète, de retour du tombeau, se livre à des regrets amers et s'accuse d'être responsable de la mort de sa bien-aimée femme, qui était la meilleure des épouses, la meilleure des femmes. Donc là, on a des déplorations. Quatrième Stasimone, le chant du chœur s'intéresse aux dures lois du destin et de la nécessité. Et il promet que Alceste sera divinisé aux enfers. Dernière partie, c'est l'Exodos. C'est la partie qui se termine par la sortie du chœur et la fin de la pièce. Et il se passe des choses pendant l'Exodos, importantes. Héraclès réapparaît sur scène, accompagné d'une femme voilée et silencieuse, mais vivante, puisqu'elle se tient auprès de lui, elle marche. Elle est muette. Et Héraclès va soumettre Admète à une épreuve dont on va interpréter le sens tout à l'heure, avant de dévoiler cette femme. Il va lui faire croire que c'est une esclave qu'il a gagné un concours d'athlétisme. Et Alceste lui répond presque grossièrement. J'étais très en colère contre Héraclès. Il dit, mais qu'est-ce que tu me parles d'une esclave alors que j'ai perdu ma femme, etc. Et puis finalement, il dévoile cette femme, et cette femme, c'est Alceste. Miraculeusement ressuscitée, mais muette, ne parle pas. Et Héraclès dit à Admète que pour qu'elle retrouve le souffle vital, le psyché, le souffle en grec, pour qu'elle retrouve le souffle vital, il faudra 3 jours de sacrifice en hommage au dieu des enfers pour libérer Alceste de sa consécration aux divinités infernales. Voilà comment s'arrête la pièce. Donc nous ne voyons pas, les spectateurs ne voient pas vraiment Alceste complètement revenu à la vie, mais Héraclès a annoncé qu'elle reviendrait à la vie si Admète procède à ses sacrifices, à quoi il s'engage immédiatement. Il ordonne à ses serviteurs de immédiatement procéder au sacrifice. Mais on ne sait pas vraiment, on n'a pas la preuve matérielle, visuelle, sur la scène du théâtre, qu'Alceste retrouve l'usage de la parole. Voilà, je vous ai raconté la pièce. Alors cette pièce n'a pas eu le succès qu'ont eu d'autres tragédies grecques à la Renaissance. Vous savez qu'à la Renaissance, les manuscrits grecs ramenés de Constantinople, quand Constantinople est prise par les Turcs, à la fin ce qui marque le début de la Renaissance. C'est l'un des marqueurs du début de la Renaissance. Donc ces manuscrits grecs arrivent d'abord à la cour des Médicis, et puis ensuite ils arrivent dans toute l'Europe, et donc en France, où ils sont traduits par des très grands hellénistes de l'époque, comme Guillaume Budet, vous connaissez, et puis Erasme aussi, Erasme qui traduit, qui n'est pas français d'ailleurs, mais qui traduit en latin, mais pas Alceste. Il faudra attendre un petit peu. Et c'est un Écossais, Buchanan, qui est un Écossais mais qui vit en France et qui va faire la première traduction d'Alceste en latin. Qu'une querelle s'est engagée entre Racine et les frères Perrault. Vous savez, Perrault, les contes de Perrault. Les frères Perrault avaient estimé que le choix d'Admète de laisser mourir Alceste à sa place était moralement inexcusable, inacceptable et psychologiquement incompréhensible. Comment on peut laisser mourir la femme qu'on aime? C'est monstrueux, c'est pas possible, etc. Et Racine
qui était, lui, helléniste, qui lisait le grec, d'ailleurs, il lisait les tragédies grecques dans le texte, avait défendu Euripide en disant que les frères Perrault n'avaient rien compris à la tragédie grecque et qu'il imposait ses goûts modernes, des règles de bienséance, à une époque où la morale n'avait pas le même sens. Et cette querelle a donné l'occasion à Racine de traduire dans la préface d'Iphigénie quelques vers de Alceste. Et donc, ce sont les vers 252-256. C'est au moment où Alceste est prise d'une hallucination. Elle est déjà mourante. Elle est déjà allongée sur son lit de mortuaire. Et pour la dernière fois, elle s'exprime. Et elle se voit déjà sur la barque de Charon, qui l'emmène et qui lui dit de venir le plus vite possible le rejoindre sur cette barque. Alors voilà, ces quelques vers qui sont magnifiques. Hein. Je vois déjà la rame et la barque fatale. J'entends le vieux nocher sur la rive infernale. Impatient, il crie. On t'attend ici-bas. Tout est prêt. Descends, viens. Ne me retarde pas. Et voilà ce que dit Racine de sa propre traduction. J'aurais souhaité de pouvoir exprimer dans ces vers les grâces qu'ils ont dans l'original. Mais au moins, en voilà le sens. Un siècle après Lully, c'est notre compositeur du XVIIIe siècle, Gluck, qui a écrit la musique d'un opéra en italien qui a été joué à Vienne le 26 décembre 1767, qui s'appelle Alceste. L'opéra de Gluck est traduit en français. Et la version française voit la réintroduction du personnage d'Héraclès, qui était absent de la version italienne, ou plutôt transformé en un autre personnage qui tombe amoureux d'Alceste. Bon, c'est une autre histoire. Et donc, Gluck réintroduit Héraclès, mais se pose beaucoup de questions sur la version française, et il sollicite l'avis de quelqu'un, un auteur d'opéra, mais vous ne le connaissez peut-être pas sur cette qualité, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Le Devin du village, un opéra à succès en 1752. Il était plus célèbre alors comme musicien que comme philosophe et comme écrivain. Donc Gluck lui demande conseil pour cette pièce, donc Alceste, et il lui envoie le livret et la musique, puisque Rousseau était auteur et compositeur de ses œuvres. Voilà ce que lui répond, assez durement d'ailleurs, avec bienveillance, mais enfin un peu fermement, ce que lui répond Jean-Jacques Rousseau. L'intérêt, au lieu de s'échauffer par degrés dans la marche de la pièce, s'attiédit au contraire jusqu'au dénouement, qui, n'en déplaise à Euripide lui-même, est froid, plat et presque risible, à force de simplicité. J'oserais dire que cet auteur, trop plein de son Euripide, n'a pas tiré de son sujet ce qu'il pouvait lui fournir pour soutenir l'intérêt, varier la scène, donner aux musiciens de l'étoffe pour de nouveaux caractères de musique. Alors c'est amusant, oui, moi je trouve ça un peu amusant de voir comment une pièce antique peut se voir projeter comme ça le goût d'une époque différente. C'est-à-dire, c'est l'époque où on ne traduit pas, on adapte. Il faut le critère d'une œuvre de bonne qualité, c'est qu'elle plaise au public de son temps. Je quitte la littérature pour vous montrer que Alceste a eu également une grande fortune auprès des peintres. Voici une toile d'un peintre allemand de 1780. Une autre de 1785, La mort d'Alceste ou l'héroïsme de l'amour conjugal, de Perron en 1785. Une autre que j'aime beaucoup, qui est une esquisse de Delacroix, Eugène Delacroix, 1852, Hercule ramenant Alceste du fond des enfers. C'est une esquisse destinée à présenter
ce que devrait être une œuvre beaucoup plus grande, ce qui était prévu pour le décor du Salon de la Paix de l'Hôtel de Ville de Paris. Et effectivement, Delacroix a peint cette œuvre monumentale qui malheureusement a été détruite dans l'incendie du bâtiment pendant la Commune de Paris. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter l'ouvrage dont je suis l'auteur, qui est Euripide, Alceste et Écube, édition bilingue, avec des commentaires. Et j'ai mis, en première couverture, j'ai mis cette esquisse. Paul Cézanne a lui-même transposé cette pièce, l'enlèvement, c'est-à-dire c'est Hercule qui enlève Alceste des enfers. Et enfin, je termine par... non, je termine pas. Ça, c'est une œuvre d'un peintre anglais, 1869. Paul Cézanne, c'était 1867. Et je termine donc par Auguste Rodin, La mort d'Alceste, un bronze de 1905. Alors maintenant, je vais poser quelques questions à propos de cette œuvre. Première question, est-ce une tragédie ou un drame satirique ? Ça devrait être un drame satirique. Pourquoi ? Parce que c'est la 4e pièce qui vient après une trilogie de 3 tragédies. Et normalement, la 4e pièce d'une représentation théâtrale, c'est normalement un drame satirique. C'est-à-dire une pièce beaucoup plus légère, drôle, avec des parties tragiques, mais des parties... C'est un peu une tragicomédie, si vous voulez, un drame satirique. Et il y a ces fameux satyres, qui sont des créatures qui entourent le dieu Dionysos, qui viennent sur la scène débridés, ramener le rire et l'amour du vin sur les gradins du théâtre. Bah, c'est pas du tout ça, Alceste. Ça colle pas. Bon, Alceste, c'est pas du tout une pièce drôle, même si on peut trouver parfois des moments souriants. Donc, je vais aller plus vite. Ça n'est certainement pas un drame satirique. J'en veux pour preuve ce commentaire, je trouve très, très intéressant. Je passe parce que je vais trop vite. Je vais pas assez vite. Désolé, mais je vois que le temps passe. Voilà. Une analyse d'André Rivier. Toute l'économie de la pièce se fonde sur l'antithèse de la vie et de la mort, transposée sur le plan dramatique. Donc non, ce n'est pas un drame satirique. Deuxième question que je pose, poids de la nécessité ou triomphe de l'inattendu ? C'est très curieux, dans cette pièce, on devrait, comme dans toutes les tragédies grecques, généralement, l'histoire se déroule selon le mythe qui est connu des spectateurs. Tout le monde connaît l'histoire d'Alceste, comme tout le monde connaît l'histoire d'Édipe ou d'Iphigénie. C'est dans les mythes, c'est dans la mémoire collective. Tout le monde connaît. Mais curieusement, là, il y a quelque chose d'inattendu que va introduire Euripide dans ce mythe qui, normalement, se termine par la mort d'Alceste. Et pourtant, c'est une pièce dans laquelle on chante, au 4e Stasimone, les rigueurs de la nécessité. La nécessité est même une puissance divine. Et finalement, l'homme mortel, le simple mortel, n'a rien d'autre à faire que de se plier à la nécessité et à lui rendre un culte. Voilà un extrait de ce Stasimone que j'ai traduit. Ma traduction est en vers. Hein. Et c'est le Coryphée, le chef du chœur, qui parle. Mais je n'ai rien vu de plus fort que la nécessité. Contre elle, aucun remède ne remplit la tablette trace où s'épelle le texte qu'Orphée a inscrit. Contre elle, 20 sont les remèdes qu'aux Asclépiades a donné Phoebos en prodiguant des aides pour les mortels infortunés. Alors, il faut que j'explique un petit peu là, parce qu'il y a des allusions mythologiques. Alors d'abord, Phoebos, qui veut dire la lumière, hein, c'est l'un des surnoms d'Apollon. Apollon qui apparaît, vous vous rappelez, au début de la pièce. Apollon qui a l'un de ses attributs, c'est de protéger les humains, d'être l'ami des mortels. Et son fils
Asclépios, Esculape chez les Latins, est le dieu de la médecine. Eh bien, aussi bien Apollon que Asclépios et les enfants d'Asclépios, c'est-à-dire les Asclépiades, sont des personnes enfin des personnages qui veulent contrarier la nécessité de mourir, qui se prennent d'affection pour des humains et qui, soit en les soignant, soit par la magie. Orphée est cité également. Orphée, c'est un magicien et un musicien aussi de la mythologie grecque, qui essaye de faire ressusciter les morts. Eh bien, le cœur nous dit ici non. Non, 20 sont les remèdes. Les remèdes qu'on veut appliquer aux hommes pour ne pas mourir, pour les sauver de la mort, sont 20, car la nécessité de mourir est inflexible. Ah bon, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Héraclès qui va arracher Alceste à la mort? C'est très curieux. Il y a un paradoxe. Et ce paradoxe n'a pourtant pas gêné les anciens, puisque la pièce a eu le second prix au concours dramatique. Donc, comment peut-on concilier les forces de la nécessité et la réussite de la résurrection d'Alceste? Eh bien justement, est-ce une réussite? Donc, deuxième question, liée à la première, la résurrection d'Alceste est-elle définitive? Il faut revenir au texte. Lorsqu'Héraclès apprend que c'est bien Alceste qui est morte, vous savez, quand le serviteur lui dit non, c'est pas une femme étrangère, c'est la reine, c'est Alceste qui est morte. Alors voilà ce que dit Héraclès. Excusez-moi. Voilà. De sa récente mort, je dois sauver Alceste, la rendre à ce palais, remerciant par ce geste Admète. Et c'est pourquoi j'espionnerai bientôt Thanatos, roi des morts aux lugubres manteaux, que je pense trouver aux abords de la tombe, en train de s'abreuver au sang de l'hécatombe. Si, sortant d'embuscade et de lui m'emparant, du cercle de mes bras je l'étreins un moment, nul ne peut m'arracher ses flancs que je comprime avant qu'il ait pour moi relâché sa victime. Si je manque ma proie, ou qu'au sanglant repas il ne se rende point, j'irai vers ceux d'en bas, Corée, le roi Hadès, que nul soleil n'éclaire, et la réclamerai. C'est curieux ce texte, puisque Héraclès nous dit, dans le fond, il y a deux hypothèses. Ou je vois Thanatos au bord du tombeau, je lui arrache des bras Alceste et je la ramène à la vie, ou bien, si j'arrive trop tard, ou si Thanatos est déjà parti aux enfers, eh bien à ce moment-là, j'irai moi-même aux enfers la chercher. Et je la demanderai, je la réclamerai à Hadès, qui est le roi des enfers, et Corée, qui est un surnom de l'un des noms de sa femme, Perséphone, la déesse des enfers. Qu'est-ce que c'est que cette alternative? Eh bien, justement, c'est en connaissant la mythologie qu'on comprend pourquoi Héraclès préfère sauver Alceste des bras de Thanatos plutôt que d'aller la chercher aux enfers. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ramené quelqu'un des enfers. C'est Orphée, le fameux magicien. Orphée, qui avait fait remonter des enfers Eurydice, sa femme. Et la déesse des enfers, Perséphone, lui a dit « Remonte-la à la vie, vers la lumière, mais si jamais tu te retournes pour la regarder, elle mourra une seconde fois, et cette fois sans merci. » Et Orphée n'a pas résisté au désir de voir Eurydice. Il se retourne et Eurydice, aussitôt, qui était ressuscitée, aussitôt meurt. Les spectateurs de la tragédie grecque connaissent cette histoire, surtout qu'Orphée est cité dans la tragédie. Et on comprend bien que Héraclès se dit, si je ramène à la vie Alceste
en la cherchant aux enfers, est-ce qu'il ne va pas m'arriver la même chose? C'est-à-dire, est-ce que cette résurrection ne risque pas d'être toute illusoire et momentanée? Il vaut mieux que je la retire des bras de Thanatos, avant qu'elle soit totalement dans les mains des divinités infernales. Alors, je rappelle un peu le rite funéraire, aussi pour bien comprendre, car cette pièce a été considérée par les anthropologues comme un véritable document anthropologique, tellement il est précis sur les différentes phases entre la mort et l'enterrement ou l'incinération. Immédiatement lorsque Alceste meurt, voilà ce que dit son mari Admète. Il s'adresse aux habitants de la ville. « Habitants de Phérès, présence qui m'est chère, ce corps déjà paré de la tour funéraire, mes gens, le soulevant, le portent au bûcher, jusqu'au tombeau. Mais vous, comme il est coutumier, venez saluer la morte en son dernier voyage. » Donc c'est un convoi funéraire qui conduit le corps toujours visible sur son lit, on le porte et on l'amène près du tombeau, où il va rester exposé. Pendant le temps d'exposition, on procède au sacrifice rituel. Donc on égorge des bêtes. Et on attend qui? On attend Thanatos. Thanatos qui va donc s'abreuver, comme j'ai écrit tout à l'heure, comme dans ma traduction, s'abreuver au sang de l'hécatombe, c'est-à-dire Thanatos va boire le sang des victimes animales qu'on a sacrifiées. Et puis, c'est seulement lorsque Thanatos aura voué à la mort le défunt ou la défunte qu'on pourra enterrer son corps. Mais son âme, Psyché, elle, va franchir le fleuve infernal. Alors, lorsque Admète se rend compte que sa femme est morte et qu'il ne la reverra plus, il a cette expression très étonnante. Il regrette de ne pas mourir avec elle. Et je vais donc vous faire lire ce deuxième passage. Et il s'adresse aux coryphées, car au moment quand il était près du tombeau, il voulait sauter, il voulait se précipiter dans le tombeau pour rejoindre Alceste. Au bord de la fosse, au fond du tombeau, pourquoi as-tu donc arrêté mon seau? Près d'elle, défunt, j'aurais pu m'étendre. Sans femme sans égale, Hadès verrait bien 2 âmes alors, non seulement une, fidèles ô combien à l'autre chacune, ensemble franchir le lac souterrain. Il y a un doute sur la résurrection. Lorsque Héraclès ramène cette femme voilée avec lui, Admète lui dit « Est-ce que ce n'est pas un fantôme ?» Le mot phasma, fantôme. Puis-je lui parler comme à une personne qui vit? Et que répond Héraclès? Réponse pas tout à fait claire. Héraclès sème le doute. Il lui dit « Je ne suis pas accompagnateur d'âme. Psychagogon. Psyché, l'âme, agogon, c'est marcher à côté, accompagner, porter. Je ne suis pas accompagnateur d'âme. Alors, ça peut vouloir dire 2 choses. Première chose, ça veut dire elle est bien vivante, car je n'accompagne pas les âmes, j'accompagne les personnes. Mais ça veut peut-être dire aussi, je te ramène le corps d'Alceste, mais pas son âme. Son âme est peut-être restée aux enfers. Donc, veut-il dire par là qu'il n'a pas le pouvoir de ressusciter une morte? Pas plus qu'Orphée n'avait réussi à ressusciter Eurydice. C'est assez curieux. Je vous ai dit aussi que Héraclès, à la fin de la pièce, dit à Admète, il faudra procéder à des sacrifices pour obtenir que Alceste recouvre la parole.
Et il emploie un verbe grec qui est aphagnizo. Aphagnizo, c'est un verbe qui veut dire écarter par une purification ou bien offrir un sacrifice pour purifier. Et voilà le passage où il dit cela. Il ne t'est pas encore permis d'ouïr sa voix tant que des dieux d'en bas, elle n'est purifiée, aphagnizo, au terme de 3 jours par offrande dédiée. Et effectivement, alors on se rappelle, justement, qu'au début de la pièce, pour comprendre une pièce grecque, enfin, il faut faire toujours une lecture spiralaire. Si on remonte au début, on avait entendu ceci de Thanatos. Vous savez, quand il y a eu cette altercation entre Thanatos et Apollon, Thanatos avait dit « Aux demeures d'Hadès descendra cette femme. Je la suis et m'apprête à user de ma lame, sacrifiante aux enfers, qui lui laisse un cheveu. » C'est-à-dire que Thanatos, avec son épée, coupe un cheveu d'une personne vivante, l'emmène, met cette mèche de cheveux aux enfers, et ceci condamne la personne à mourir. Donc finalement, si on admet que ce que Héraclès a ramené, c'est une femme dont l'âme est restée aux enfers, eh bien, Thanatos avait raison. Donc il reste un doute, finalement, sur l'identité Et comme nous ne voyons pas sur scène le résultat des fameux sacrifices, on peut toujours se demander à la fin de la pièce, mais est-ce que Alceste est bien ressuscité ou est-ce que c'est seulement son enveloppe corporelle qui est revenue des bras de Thanatos? Si elle n'est pas ressuscitée, alors les forces du destin n'ont pas été contrariées. Si elle est ressuscitée, alors ça veut dire que le destin, la nécessité, a été vaincue par l'intervention d'Héraclès. On reste un peu sur cette interrogation jusqu'à ce que, et ce sera ma conclusion, intervienne une nouvelle interprétation plus récente de chercheurs sur cette œuvre qui n'a pas fini de poser des questions. C'est la palingénésie, c'est-à-dire le retour à la vie. C'est pas tellement retour à la vie, palingénésie. Paline, ça veut dire de nouveau, génésie, ça veut dire la naissance. Donc c'est plutôt la renaissance, le fait d'être engendré à nouveau. Et les commentateurs plus récents pensent qu'en réalité, il y a dans cette histoire, non pas tellement le retour de la mort vers la vie, qu'une nouvelle naissance. Alors cela se voit dans le fameux très long dialogue qui termine la tragédie. Je regarde l'heure quand même, parce que je ne vais pas vous faire... Oui, j'ai déjà éprouvé ce... J'ai déjà dépassé l'heure. Alors, attendez, je vais un peu plus vite. Oui. Alors, lorsque Alceste se lamente de la perte de sa femme, il se lamente pas seulement de ses qualités morales, ses qualités humaines, mais il se lamente aussi de la frustration, y compris de la frustration sexuelle. Et il dit ceci, en s'adressant, en parlant à sa femme qui est morte en réalité, hein, donc c'est une sorte de prière, si vous voulez. Produite par la main savante d'un sculpteur, de ton corps sur mon lit s'étendra la figure. Je m'y jette bientôt et ton nom je murmure. Chère femme, en mes bras, je crois bien te serrer. Il n'en est rien. C'est une froide volupté. Je le sais, mais mon âme allège ainsi sa peine. Froide volupté, psucrane, terpsine. Terpsis, c'est effectivement c'est le mot par lequel le grec exprime le plaisir sexuel.
pas seulement d'ailleurs d'autres formes de plaisir, comme le mot plaisir en français désigne toutes sortes de plaisirs, mais y compris celui-là. Et là, il s'agit bien de celui-là. Donc, Admet cherche dans cette statue une substitution qu'il sait illusoire du corps d'Alceste pour conjurer cette image de ce qu'il appelle le lit désert. Le lit désert. Eh bien, lorsqu'il retrouve cette femme voilée que lui amène Héraclès, la première chose qu'il reconnaît, évidemment, ce n'est pas son visage, puisqu'il est voilé, c'est la forme de son corps. Morphée démas, la forme du corps. Et Admet s'adresse à cette femme qui ne sait pas être Alceste, qui est une femme que puisque Héraclès lui a raconté que c'est une esclave qu'il a gagnée au jeu d'athlétisme. Femme, qui que tu sois, tu as la même taille qu'Alceste, et sache-le, lui ressemble de corps. Hélas, au nom des dieux, conduis-la au dehors. Là, il s'adresse à Héraclès. Qu'elle quitte ma vue. À l'instant, cette femme ne vint pas invaincue. Elle trouble mon âme, car je crois voir ma femme en voyant celle-ci. Par un torrent de pleurs, mon œil est envahi. Je goûte un deuil amer. Sur moi, quelle souffrance. Et il s'avère que cette grande scène est une scène d'initiation dans laquelle c'est une épreuve, une véritable épreuve humaine que Héraclès fait subir à Alceste pour lui faire comprendre ce qu'il a perdu en perdant Alceste. Et effectivement, Admet reconnaît comprendre enfin. Moi qui ne devrais plus vivre, enfin je comprends. C'est en grec arti maintenant, mantano je comprends, qu'ayant fui mon destin, je survis dans la peine. Et je vais finir par vous lire la fin du dialogue entre Héraclès et Admet, qui est tout à fait extraordinaire. Admet dit à Héraclès, dit à Admet, donne-moi ta main et mets ta main dans la main de cette femme. Et Admet ne veut pas, mais il se laisse faire. Et c'est à ce moment-là qu'il la dévoile. Pour toucher l'étrangère, ose approcher la main. Voilà. Comme coupant la tête à la gorgone. La tiens-tu ? Je la tiens. Jamais ne l'abandonne, et tu diras bientôt quel hôte généreux était le fils de Zeus. Sur elle, ouvre les yeux. Alors, il la dévoile à ce moment-là. Sur elle, ouvre les yeux et cherche si tu vois quelques traits de ta femme. Sois heureux à présent, n'afflige plus ton âme. Alors, pourquoi coupant la tête à la gorgone ? Parce que la gorgone, c'était l'une des... c'était des femmes qui avaient des chevelures de serpent. Le corps d'une femme, chevelure de serpent, et quand elle vous regarde, elle vous transforme en statue, elle vous pétrifie immédiatement. Donc, Héraclès se moque de Admet qui tend sa main comme ça, en regardant ailleurs, qui ne veut pas toucher cette femme dont il ne veut pas, parce que c'est une esclave, elle n'a rien à faire là. Donc. Mais comme c'est Héraclès, un demi-dieu, qui le lui demande, alors il fait comme ça, il tend la main comme ça. Et Héraclès lui dit, oui, tu fais comme si c'était la gorgone, tu as peur de la regarder, parce que si tu la regardes, elle se transforme en pierre. Donc c'est une moquerie, si on peut dire. Et sois heureux à présent, n'afflige plus ton âme, c'est-à-dire il va falloir qu'Admet réapprenne à jouir de la vie. Et il y a cette phrase aussi finale où Héraclès dit « fais-la entrer ici », ce qui signifie bien sûr l'entrée d'Alceste à l'intérieur de la maison, mais c'est aussi son retour dans le lit, ce fameux lit que Alceste avait déclaré être désert. Et donc il s'avère aussi que
selon les commentaires qui sont faits. Il y a d'autres allusions qui permettent de l'étayer, je n'ai pas le temps de les développer ici. C'est-à-dire, c'est le retour à une union charnelle entre Alceste et Admète, après les sacrifices qui doivent être effectués, que véritablement les deux époux renaîtront. Le dévoilement d'Alceste reproduit le dévoilement qu'Alceste elle-même avait évoqué au début de la pièce. Je n'ai pas pu vous montrer l'extrait, il est passé trop vite, où elle se rappelle le jour où elle s'est dévoilée devant son mari. Donc effectivement, la boucle est bouclée, et il y a aussi une référence à Cypris, la déesse de l'amour, au vers 790, qui montre que, in fine, c'est bien le triomphe de l'amour conjugal. Donc voilà, une pièce, je l'ai dit, on n'a pas fini de gloser, de la réinterpréter, de faire des comparaisons. Moi, je m'arrête sur cette interprétation qui est la plus récente et la mieux documentée, et je trouve la plus cohérente. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une ressemblance véritable entre l'histoire d'Alceste et l'histoire d'Eurydice, dont Orphée avait essayé de ressusciter l'âme en la regardant. Ça ne peut pas être le cas, puisque Héraclès n'est pas descendu aux enfers. Il a arraché le corps d'Alceste au bras de Thanatos. Ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut faire très attention à ces éléments du rituel. Voilà, donc je conclus, je m'arrête là en disant que voilà, c'est une œuvre poétique, hein, c'est une œuvre qui nécessite beaucoup d'interprétation, qui ne se laisse pas comprendre d'emblée et qui n'a pas fini de se laisser comprendre. Je vous remercie de votre attention. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempo e tempi